la dame de fer et l'employé ordinaire. À 27 ans, j'ai épousé la femme qui travaillait au restaurant de mon entreprise. Un mois après notre mariage, le PDG de ma société m'a convoqué dans son bureau et m'a posé cette question. « Jeune homme, savez-vous vraiment qui est votre femme ? Zesta Vazesi, bienvenue sur votre chaîne, votre destin, où nous partageons des histoires qui résonneront profondément en vous. » Je me souviens de cet après-midi avec une clarté saisissante. Le ciel de Paris était d'un gris de plomb, et des nuages sombres, lourds comme une promesse d'orage, pesaient sur la ville. L'horloge murale indiquait précisément 16 heures. L'air du bureau était si calme que j'entendais distinctement le cliquetis des claviers et le ronronnement sourd de la climatisation. Mon nom est Louis Martin. Dans cette immense entreprise du quartier de la Défense, je ne suis qu'un simple employé, un col blanc sans envergure. À 27 ans, avec un salaire modeste, ma vie était une routine bien huilée. Métro, boulot, dodo. Mon existence ressemblait à un lac paisible, sans la moindre ondulation. Jusqu'à ce que la sonnerie stridente du téléphone ne vienne briser ce calme. En voyant le numéro qui s'affichait, j'ai sursauté. C'était le poste direct du secrétariat du président-directeur général. Mon cœur a raté un battement. Pour quelle raison la secrétaire du grand patron appellerait-elle en personne un employé subalterne comme moi ? J'ai pris une profonde inspiration, tentant de maîtriser le tremblement dans ma voix, et j'ai décroché. De l'autre côté du combiné, la voix froide et mécanique de la secrétaire m'a informé que M. Durand souhaitait me voir immédiatement dans son bureau personnel. Pas d'explication, pas de raison, seulement un ordre teinté d'urgence. En reposant le combiné, j'étais en proie à une confusion totale. Les pires scénarios défilaient dans ma tête. Avais-je commis une erreur dans le rapport du mois dernier ? Ou bien l'entreprise préparait-elle un plan de restructuration et mon nom figurait-il sur la liste ? Je me suis levé, j'ai redressé le col de ma chemise légèrement usée, passé une main dans mes cheveux pour les lisser, et je suis sorti de mon open space. Les regards curieux de mes collègues étaient braqués sur moi. Certains exprimaient de la pitié, d'autres une indifférence polie. En montant dans l'ascenseur, voyant les chiffres des étages défiler, j'avais l'impression de me diriger vers l'échafaud. Mes mains étaient glacées et mes paumes moites. Le bureau de M. Durand était d'un luxe écrasant. Un parquet ancien grinçait doucement sous un tapis persan aux teintes pourpres, les meubles en acajou massif brillaient, et une subtile odeur de cire et de cuir conférait à la pièce une atmosphère d'autorité. M. Durand était assis dans un grand fauteuil en cuir, le dos tourné, contemplant Paris à travers l'immense baie vitrée. Quand je suis entré, ses yeux vifs m'ont transpercé par-dessus ses lunettes de lecture. Ancien compagnon de route du fondateur, M. Durand avait bâti cette entreprise à partir de rien. Il était réputé pour sa rigueur et sa capacité infaillible à juger les hommes. Luttant pour que ma voix ne se brise pas, je me suis incliné. « Monsieur le Président, vous m'avez demandé ?» Il n'a pas répondu tout de suite. Il a retiré ses lunettes, les a posées sur son bureau, puis a désigné de la main le fauteuil qui lui faisait face. Son geste était lent, mesuré, mais dégageait une pression invisible qui a accru ma nervosité. Je me suis assis prudemment sur le bord du siège, les mains sagement posées sur mes genoux, le dos droit comme un écolier convoqué chez le directeur. M. Durand s'est levé et s'est dirigé vers une console où se trouvait un service à thé. Il a versé lui-même de l'eau chaude dans 2 tasses, libérant un parfum délicat de verveine qui a légèrement réchauffé l'air glacial de la climatisation. Il a posé une tasse devant moi, puis s'en est servi une autre. J'étais stupéfait par ce geste, le grand PDJ servant personnellement le thé à un modeste employé. « Prenez, jeune homme, c'est une tisane d'exception, cela vous réchauffera. » Sa voix était basse et chaleureuse, contrastant avec son image habituelle. J'ai soulevé la tasse. La chaleur de la fine porcelaine a un peu calmé le tremblement de mes mains. J'ai bu une gorgée. Un goût subtil et apaisant s'est répandu dans ma bouche. « Louis Martin, depuis combien de temps travaillez-vous pour nous ? » Il soudainement demandé. J'ai reposé ma tasse à la hâte. 3 ans et 2 mois, Monsieur le Président. Il a hoché la tête. Son regard semblait analyser chaque expression de mon visage, chaque micro-mouvement. Ce n'était pas un regard malveillant, mais plutôt celui, à la fois sévère et songeur, d'un père évaluant un futur gendre. 3 ans, ce n'est ni court, ni long. J'ai consulté votre dossier.
Vous êtes un homme bon et consciencieux. Vos compétences ne sont pas encore exceptionnelles, mais vous êtes d'une grande honnêteté. C'est une qualité que j'estime beaucoup. Ce compliment m'a un peu rassuré. Au moins, je n'allais pas être licencié pour incompétence. Mais mon intuition me disait que cette rencontre n'avait pas pour simple but de me féliciter. Vous me flattez, monsieur. J'essaie simplement de faire mon travail du mieux que je peux. M. Durand a poussé un profond soupir, un soupir qui semblait chargé de 1000 tourments. Il s'est levé, s'est approché de la baie vitrée, et a contemplé le flot incessant des voitures qui s'écoulaient en bas, semblables à une procession de fourmis. Vous vous êtes marié il y a un mois, n'est-ce pas? A-t-il demandé, sans se retourner. Oui, monsieur. Ma femme et moi nous sommes dit oui le mois dernier. Au mot femme, une douce chaleur a envahi mon cœur. Éléonore, ma femme douce et sage, qui avait apporté de la lumière dans ma vie monotone. Mais l'anxiété a vite repris le dessus. Pourquoi le PDG s'intéressait-il à ma vie privée? Se pouvait-il que mon mariage avec une femme bien plus âgée, qui plus est employée au restaurant de l'entreprise, soit remonté jusqu'à lui et nuise à l'image de la société? Monsieur Durand s'est retourné et s'est rapproché. Il m'a regardé droit dans les yeux. C'était un regard profond, qui semblait sonder l'âme. L'air de la pièce est devenu lourd. Il a posé ses 2 mains sur le bureau et s'est penché vers moi. Sa voix était plus sérieuse et plus grave que jamais. Louis Martin, j'ai une question à vous poser, et j'aimerais que vous y répondiez avec la plus grande franchise. Savez-vous réellement qui est votre femme? Cette question m'a fait l'effet d'une douche glacée en plein hiver. J'étais abasourdi, incapable de comprendre. Qui est ma femme? C'est Éléonore Dubois, la femme que j'aime plus que tout au monde, mon épouse attentionnée qui me prépare un repas chaud chaque soir. Avait-elle une autre identité que j'ignorais? J'ai bafouillé, cherchant mes mots. Monsieur, je ne comprends pas bien. Ma femme s'appelle Éléonore, elle travaille au restaurant de l'entreprise. Nous nous sommes mariés par amour, et j'ai fourni toutes les informations la concernant lors des formalités. Il a secoué la tête. Un sourire énigmatique et amer flottait sur ses lèvres. Il est retourné à son bureau, a sorti un épais dossier cartonné et l'a jeté devant moi. Le son sec du dossier heurtant le bois m'a fait tressaillir. Ouvrez. Vous allez découvrir par vous-même qui est la femme avec qui vous dormez chaque nuit. D'une main tremblante, j'ai saisi le dossier. La couverture bleu marine était vierge de tout titre. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tourné la première page. Mes yeux se sont posés sur une photo d'identité en noir et blanc. La jeune femme sur la photo était magnifique, avec des traits fins et un regard perçant. Elle portait un tailleur élégant et coûteux. Ses yeux respiraient la confiance et l'autorité. Bien que sa coiffure et ses vêtements soient radicalement différents de son apparence simple de tous les jours, j'ai immédiatement reconnu ma femme, Éléonore. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'était le texte inscrit sous la photo. Éléonore Beaumont, vice-présidente du groupe Beaumont. Le groupe Beaumont, un nom qui m'était plus que familier. L'un des plus grands conglomérats multinationaux de France, un empire englobant l'immobilier de luxe, des chaînes de distribution et des sites de production. Le rêve de tout homme d'affaires. J'ai tourné la page suivante. Des coupures d'articles de grands magazines économiques, des copies de décrets de nomination, des photos d'Éléonore coupant le ruban d'inauguration de projets d'envergure aux côtés de ministres. Tout prouvait un fait indéniable. Ma femme, celle qui servait des plats pour quelques milliers d'euros par mois au restaurant de l'entreprise, avait été l'une des personnalités les plus puissantes du monde des affaires français. Ma tête tournait, un bourdonnement a envahi mes oreilles. Je n'en croyais pas mes yeux. Était-ce une mauvaise blague? Ou étais-je en train de rêver? J'ai levé les yeux vers M. Durand, espérant qu'il me dise que tout cela n'était qu'une erreur, mais son regard grave et résolu a anéanti mon dernier espoir. Maintenant, vous comprenez, Louis? Votre femme n'est pas une simple employée de cantine. Elle est la fille unique du défunt Jean-Luc Beaumont, le fondateur du groupe Beaumont. Et elle est actuellement à la tête d'une fortune personnelle estimée à 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Ce chiffre a résonné dans ma tête comme le glas de ma vie tranquille. Mes doigts se sont desserrés et le dossier est tombé, ses pages s'éparpillant sur le sol. Dehors, l'orage a finalement éclaté. Un éclair a zébré le ciel, suivi d'un coup de tonnerre qui a grondé avec la même violence que la tempête qui faisait rage dans mon cœur. Mes souvenirs m'ont ramené un an en arrière, au jour fatidique qui a lié ma vie à celle d'Éléonore. À l'époque,
J'étais encore un jeune célibataire qui joignait les deux bouts, mangeant dans des restaurants bon marché. À l'heure du déjeuner, le restaurant d'entreprise était un véritable champ de bataille. Le cliquetis des couverts, les rires et les conversations bruyantes, le vrombissement des ventilateurs luttant contre la chaleur estivale de Paris, l'odeur de nourriture, de sueur et de détergent bon marché se mélangeaient pour créer cette atmosphère si particulière des cantines. Je tenais mon plateau en inox, attendant patiemment dans la longue file, l'estomac gargouillant. Au menu du jour, mon plat préféré, le bœuf bourguignon. Mais en jetant un œil à l'immense marmite devant moi, je n'ai vu que quelques rares morceaux de viande flottant dans une sauce aqueuse. Le personnel, fatigué et renfrogné, servait mécaniquement, laissant tomber la louche dans l'assiette sans même regarder les clients. Quand mon tour est arrivé, il y avait un nouveau visage derrière le comptoir. Une femme d'une quarantaine d'années, d'une élégance simple et discrète. Elle portait l'uniforme impeccable du personnel de cuisine et un filet sur ses cheveux. Ce fut ma première rencontre avec Éléonore. Elle a levé les yeux vers moi. Son regard était clair, transparent. Des ridules au coin de ses yeux trahissaient le passage du temps, mais elle dégageait une douceur inhabituelle. Elle m'a souri, un sourire doux, comme une brise fraîche dans la chaleur étouffante de la cantine. « Bonjour, jeune homme, ce sera le bourguignon. » A-t-elle demandé d'une voix douce et aimable. « Oui, avec juste un peu de sauce, s'il vous plaît. »« Merci, » ai-je répondu par habitude, sans grand espoir. Mais elle n'a pas servi à la va-vite comme les autres. Avec la louche, elle a délicatement remué le fond de la marmite pour remonter les meilleurs morceaux. J'ai été surpris de voir mon assiette se remplir de généreux morceaux de bœuf, de carottes et de pommes de terre. Elle a posé l'assiette avec précaution sur mon plateau. À ce moment, sa main a effleuré la mienne. C'était une main rugueuse, avec des callosités, mais incroyablement chaude. « Mangez bien, prenez des forces. Vous êtes bien trop mince pour votre âge, » a-t-elle dit, avec une inquiétude sincère dans le regard. Ce n'était pas de la politesse feinte, j'en suis resté pantois. Depuis quand quelqu'un s'était-il soucié de savoir si je mangeais à ma faim? Mes parents vivaient loin en province, et je luttais seul dans cette ville immense. Manger n'était qu'un moyen de remplir mon estomac. Le plaisir ou l'attention d'autrui était un luxe auquel je ne pouvais même pas rêver. La sollicitude simple de cet inconnu m'a ému aux larmes. « Merci, merci, beaucoup », ai-je murmuré avant de m'éloigner. Le cœur battant, assis dans un coin, j'ai mangé en jetant des regards furtifs vers le comptoir. Elle était toujours là, servant les gens avec un calme imperturbable. Malgré la longue file et les plaintes de certains collègues difficiles, elle gardait son sourire et répondait avec une patience étonnante. J'ai observé comment, une fois le service terminé, elle nettoyait le comptoir. Elle ne bâclait jamais le travail. Elle frottait chaque tache de graisse, alignait méticuleusement les pots de condiments et les bacs à couverts. Il y avait dans sa manière de travailler une rigueur, un sérieux, quelque chose que je n'avais jamais vu chez les autres employés. C'était comme une fierté professionnelle, l'idée que même la plus humble des tâches méritait d'être accomplie à la perfection. Ce jour-là, le bœuf bourguignon était étrangement délicieux. La richesse de la sauce, le fondant de la viande, tout a éveillé mes sens. Mais le meilleur des assaisonnements était sans doute le sourire et le regard chaleureux d'Éléonore. Ce soir-là, en sortant du travail, une averse soudaine s'est abattue sur Paris. Les gens se sont précipités pour sortir leurs parapluies. J'attendais dans le hall que la pluie se calme. C'est alors que j'ai vu Éléonore près du garage à vélo, aux prises avec une vieille bicyclette. La chaîne avait déraillé. Accroupie, elle essayait de la remettre en place avec ses mains couvertes de graisse, sans se soucier de salir ses vêtements. Sans hésiter, j'ai couru sous la pluie. « Madame, laissez-moi vous aider. » Elle a levé la tête, m'a reconnu et m'a offert un sourire doux, teinté de gêne. « Oh, je suis désolé de vous déranger. Ce vieux vélo n'arrête pas de me causer des soucis. Faites attention. Vous allez tacher votre chemise blanche. » Les usavoses. Je lui ai assuré que ce n'était rien, et je me suis accroupi pour réparer le vélo. Ce fut l'affaire de quelques instants. Je me suis relevé, j'ai sorti un mouchoir de ma poche pour m'essuyer les mains, et je lui en ai tendu un. « Voilà, c'est fait. Tenez. Merci infiniment. »« Comment vous appelez-vous déjà ?» a-t-elle demandé, son regard rempli de gratitude. « Oui, Martin. Je travaille au 5e, au service planification.
C'est le Piasson? Elle a hoché la tête, comme pour graver mon nom dans sa mémoire. Moi, c'est Éléonore. Enchanté, Louis. Il pleut fort, rentrez vite vous mettre à l'abri, vous allez attraper froid. En la regardant s'éloigner sous la pluie, pédalant péniblement sur son vieux vélo, j'ai été envahi par un sentiment étrange. Un mélange de pitié, de curiosité et d'un début d'attirance. Comment une personne si douce et si chaleureuse pouvait-elle mener une vie si difficile à son âge? Derrière ses yeux un peu tristes se cachait sûrement une longue histoire. Le bœuf bourguignon de ce midi et l'averse parisienne de ce soir avaient planté en moi la graine d'un amour que je n'aurais jamais pu imaginer. Un amour qui allait changer ma vie à jamais. Après avoir réparé le vélo d'Éléonore, je suis resté un peu plus tard au bureau le soir. Pas par excès de travail, mais pour attendre qu'elle finisse son service. Au début, nous échangions de simples bonjours, puis, prenant mon courage à deux mains, je l'ai invitée à boire un café. Pas dans un café chic ou une franchise à la mode fréquentée par les jeunes. Notre lieu de rendez-vous était un modeste troquet de quartier, à l'ombre d'un vieux platane, près de notre lieu de travail. Les chaises en plastique usé, le bruit des voitures et la poussière de la rue constituaient le décor de notre histoire naissante. Je prenais un café crème, elle un simple café avec un sucre. Assis là, regardant les passants pressés, nous avons commencé à parler de nos vies. Je lui ai raconté mes origines modestes, la difficulté de joindre les deux bouts et mon rêve de m'établir durablement dans la capitale. Elle écoutait attentivement, hochant la tête en signe d'empathie, m'offrant parfois des paroles d'encouragement, douces mais profondes. Elle ne se plaignait jamais de sa situation. Elle disait seulement qu'elle vivait seule et n'avait pas d'enfant. Sa vie était dure, mais paisible, disait-elle. Mais ce qui me surprenait le plus n'était pas sa gentillesse, mais l'intelligence qui se cachait derrière son apparence simple. Un jour, je me plaignais de la hausse du prix de la viande qui impactait les prix de la cantine et grignotait encore plus mon maigre salaire. J'accusais la cupidité des commerçants. Éléonore a souri légèrement, a bu une gorgée de son café et a dit calmement « Ce n'est pas forcément que de leur faute, Louis. Il y a eu une épidémie de grippe aviaire récemment qui a réduit l'offre. De plus, le coût de l'alimentation animale dépend du prix du soja importé, et avec les tensions commerciales actuelles, les cours mondiaux grimpent. La chaîne d'approvisionnement est perturbée, les coûts logistiques ont augmenté. Tout cela se répercute sur le prix final. Les petits commerçants ne sont que le dernier maillon de la chaîne à absorber cette pression. Je l'ai regardé, bouche bée. Non pas que des termes comme chaîne d'approvisionnement ou coût logistique me soient étrangers, à moi qui travaillais à la planification. Mais c'était la façon dont ces mots sortaient de la bouche d'une simple employée de cuisine. Son discours était fluide, logique, précis. Ce n'était pas la complainte d'une ménagère, mais l'analyse d'une experte. « Comment connaissez-vous le marché aussi bien ?» ai-je demandé, n'arrivant pas à cacher mon admiration. Éléonore apparut surprise un instant. Elle a baissé les yeux, tripotant sa tasse. « Oh, vous savez, j'écoute beaucoup la radio en cuisine. Et parfois, j'emprunte les journaux aux gardiens pour passer le temps. C'est juste pour ne pas me faire avoir en faisant mes courses. » Elle a tenté d'éluder, mais son regard fuyant m'a convaincu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel chez elle. Mais à cette époque, mon respect et mon amour pour elle grandissaient de jour en jour, et j'ai balayé tous mes doutes. Je me suis contenté de penser qu'elle était une femme vraiment exceptionnelle, qui cachait sous une carapace de simplicité une grande intelligence et une âme riche. Ces après-midi se sont succédés. Nous parlions de tout, littérature, musique, philosophie de vie. J'ai découvert qu'Éléonore aimait passionnément les chansons de Georges Brassens. Un jour, alors que les vieux haut-parleurs du café diffusaient la non-demande en mariage, elle s'est mise à la fredonner à voix basse. Sa voix était grave et mélancolique, comme si elle mettait toute son histoire dans chaque parole. « J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. » À cet instant, en la regardant, j'ai senti mon cœur chavirer. Je ne pensais plus à nos 15 ans d'écart. Le fait qu'elle soit employée de cantine et moi employé de bureau n'avait plus d'importance. Devant moi, il n'y avait qu'une femme seule qui avait besoin d'être choyée, la seule personne dans cette immense ville qui comprenait et partageait mon âme. « Louis, je vais vous poser une question franche, » dit-elle soudain d'une voix sérieuse. « Vous êtes jeune, instruit, vous avez tout l'avenir devant vous. Pourquoi passez-vous votre temps à discuter avec une vieille femme de cuisine comme moi? Vos collègues vont se moquer. Ça ne vous fait pas peur ?»
Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai répondu fermement. Je me fiche de ce que les autres pensent, Éléonore. Quand je suis avec vous, je me sens bien, je me sens moi-même. S'ils veulent rire, c'est leur problème. Mon bonheur, c'est mon problème. Pour moi, vous n'êtes pas une vieille femme. Vous êtes la femme la plus formidable que j'ai jamais rencontrée. Éléonore m'a regardé, les larmes aux yeux. Elle s'est vite détournée pour essuyer discrètement une larme qui menaçait de couler. J'ai compris que les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commençaient à s'effriter. Et j'ai su que moi aussi, j'étais tombé amoureux de cette femme. De la façon dont elle relevait une mèche de cheveux quand le vent soufflait, de son ton posé quand elle analysait l'économie, et même de ses mains abîmées par le dur labeur. Notre amour est né ainsi, modestement, dans un café sans prétention d'une ville bruyante, autour d'une simple tasse de café. Cet été-là, la pluie fut particulièrement tenace sur Paris. Un jour, le vélo d'Éléonore est de nouveau tombé en panne, et elle a dû le laisser chez le réparateur. Je lui ai donc proposé de la raccompagner chez elle après le travail. Éléonore vivait dans une chambre de bonne au dernier étage d'un vieil immeuble de Belleville, un quartier populaire et animé. L'escalier de service pour monter au 6e étage était étroit, sombre, et une odeur de moisi prenait à la gorge. Devant sa porte, Éléonore a hésité, puis m'a invité à entrer pour boire un thé. La pièce était minuscule, à peine 15 mètres carrés, mais impeccablement rangée. Un petit lit contre le mur, une table qui servait à la fois pour les repas et le thé, et une vieille étagère remplie de livres jaunis. J'ai parcouru les titres, principes d'économie, management des ressources humaines, de l'art de la négociation, mais aussi des classiques de la littérature. Une fois de plus, le décalage entre son environnement et ses possessions m'a intrigué, mais je n'ai pas osé poser de questions. Asseyez-vous, Louis. Je vous prépare un thé au citron. Il ne faut pas prendre froid après cette averse. Elle s'est affairée pour faire bouillir de l'eau. En voyant sa silhouette menue de dos, j'ai ressenti une immense tendresse et un désir puissant de la protéger. Je ne voulais plus qu'elle vive seule dans cette petite chambre sous les toits. Je voulais la voir chaque soir en rentrant du travail, manger les plats qu'elle aurait préparés, partager avec elle les joies et les peines de la vie. Je me suis levé et je me suis approché d'elle. Quand elle s'est retournée avec le thé, je lui barrai le passage. « Éléonore » ai-je dit d'une voix tremblante. Elle a sursauté, manquant de lâcher la tasse. « Qu'est-ce qui se passe, Louis? Vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai rassemblé tout le courage que j'avais accumulé ces derniers mois et j'ai pris une profonde inspiration. J'ai plongé mon regard dans ses yeux écarquillés par la surprise. « Éléonore, j'ai quelque chose à vous dire. Ce que je vais dire peut paraître soudain, peut être même immature, mais j'y pense depuis très longtemps. Je ne suis plus un enfant. Je sais ce que je ressens. J'ai fait un pas de plus, et j'ai pris ses mains, froides et tremblantes. Je vous aime, Éléonore, depuis le premier jour, depuis ce bœuf bourguignon, depuis tous ces cafés partagés, toutes les histoires que vous m'avez racontées. Je vous aime. La différence d'âge, votre passé, votre situation actuelle, rien de tout ça n'a d'importance. Je veux juste être à vos côtés pour le reste de ma vie, prendre soin de vous. Soyez ma compagne. Elles ont ça, de ça, à pauvre. Dans la petite pièce, le temps semblait s'être arrêté. Seul le bruit des gouttes de pluie sur le toit en zinc et les battements furieux de mon cœur brisaient le silence. Éléonore m'a regardé. Son expression est passée de la stupéfaction à la douleur. Elle a tenté de retirer ses mains, mais je les ai tenues fermement. Louis, vous êtes fou, vous vous rendez compte de ce que vous dites. J'ai 15 ans de plus que vous. Je suis une simple femme de cuisine, sans argent, sans rien. Vous êtes jeune, vous avez fait des études, l'avenir vous appartient. Que vont penser vos parents? Et les gens, que vont-ils dire? Nous ne vivons pas dans le même monde. Peu importe le monde, ai-je crié, résolu. Mon monde, c'est vous. L'âge n'est qu'un chiffre, c'est votre âme que j'aime, la personne que vous êtes. Je ne veux pas d'une femme jeune et jolie, mais immature et égoïste. J'ai besoin de quelqu'un comme vous, qui me comprend et qui prend soin de moi. S'il vous plaît, ne me repoussez pas, donnez-nous une chance. Éléonore a fondu en larmes, les larmes coulaient sur ses joues creusées. Elle n'a pu résister, elle a laissé ses mains dans les miennes et a pleuré à chaudes larmes. Vous êtes si naïf, Louis. Je ne suis pas faite pour vous. Mon passé est trop compliqué.
Si vous saviez, vous le regretteriez. Je n'ai pas besoin de connaître votre passé. Le présent et l'avenir me suffisent. Quel que soit votre passé, je l'accepterai. S'il est triste, je vous consolerai. S'il est heureux, nous le chérirons ensemble. Je vous le promets. Je ne vous laisserai plus jamais vivre dans la difficulté. Je les serrai fort dans mes bras. Éléonore a pleuré comme une enfant. Ses sanglots semblaient libérer toute la tristesse et la solitude qu'elle avait refoulées pendant des années. Elle a enfoui son visage dans mon épaule, et ses larmes ont trempé ma chemise. Dans mes bras, elle paraissait si petite, si fragile. Cette nuit-là, la pluie tombait à verse, mais dans cette petite chambre sous les toits, une flamme d'amour, chaude et puissante, venait de s'allumer. Éléonore n'a pas dit oui tout de suite. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, mais je savais que son cœur avait déjà cédé. Et moi, Louis Martin, 27 ans, j'étais prêt à affronter toutes les tempêtes du monde pour protéger mon amour, sans savoir que l'ouragan qui nous attendait était 1000 fois plus violent que tout ce que j'aurais pu imaginer. Après cette nuit mémorable, notre relation est entrée dans une nouvelle phase. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai vécu les jours les plus heureux et les plus normaux de ma vie. Nous cuisinions ensemble, nous nous promenions dans les parcs le week-end, dessinant les contours d'un avenir encore flou. Au 4e mois, j'ai décidé de la demander en mariage. Certains auraient dit que c'était trop rapide, mais pour moi, le temps n'était pas une mesure de la profondeur des sentiments. Je voulais m'engager officiellement, la voir chaque matin à mon réveil. Je n'avais pas les moyens d'offrir une bague en diamant ou d'organiser un événement spectaculaire. Le jour de son anniversaire, j'ai préparé une petite surprise. Un bouquet de ses fleurs préférées, des roses rouges et une simple bague en argent, achetée avec l'argent que j'avais mis de côté en faisant des petits boulots. Ce soir-là, je suis allé la chercher à la sortie du travail et je l'ai emmenée dans sa chambre de bonne, que j'avais décorée en avance après avoir demandé la clé à la concierge. En entrant, Éléonore a été stupéfaite. Sur le vieux parquet, des bougies formaient un cœur lumineux. Le parfum des roses se mêlait à la douce odeur de la cire. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés, la main sur la bouche pour retenir son émotion. « Louis, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Je me suis approché d'elle, j'ai posé un genou à terre et j'ai ouvert le petit écrin de velours contenant la bague. « Éléonore, je ne suis ni riche ni quelqu'un d'important. Mais j'ai un cœur sincère et ces 2 mains. Avec ces 2 mains, je travaillerai toute ma vie pour vous. Je vous protégerai et je prendrai soin de vous. Épousez-moi. » Éléonore a éclaté en sanglots. Cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de joie. Incapable de parler, elle n'arrêtait pas de hocher la tête. D'une main tremblante, j'ai glissé la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Relève-toi, maintenant. Maté, » elle dit en me relevant et en me serrant fort dans ses bras. Elle m'a murmuré à l'oreille, d'une voix chaude et pleine de confiance. « Idiot, je n'ai pas besoin de grandes choses. Ton cœur me suffit. Promets-moi juste une chose. Quoi qu'il arrive, même si la vie devient difficile, promets-moi de ne jamais me mentir. C'est tout ce que je demande. » Je l'ai serré plus fort, respirant le doux parfum de ses cheveux. « Je le jure, si je te mens un jour, que je sois impardonnable pour l'éternité. » Notre mariage a eu lieu 1 mois plus tard. C'était une cérémonie simple et chaleureuse, à notre image. Pas de grand restaurant, pas de foule d'invités. Nous avons célébré à la mairie, puis dans notre bistrot de quartier préféré, celui qui servait la blanquette de veau qu'Éléonore aimait tant. Nous étions à peine 20 personnes, quelques amis proches du bureau et quelques-unes de ses collègues de la cuisine. Je portais mon seul et unique costume, celui que j'avais acheté 3 ans plus tôt pour mes entretiens d'embauche. Éléonore portait une simple robe blanche, sans fioritures, ses cheveux relevés en un chignon sobre orné d'une orchidée blanche. Elle était, à mes yeux, la plus belle des mariées. L'ambiance était remplie de rires et de vœux sincères. Nos amis nous taquinaient, disant que nous étions un couple improbable mais étrangement assorti. « Louis, mon vieux, t'as tiré le gros lot. » M'a lancé mon meilleur ami, Marc, en me donnant une tape sur l'épaule. « Si tu fais du mal à Éléonore, t'auras affaire à nous. » J'ai souri, sans lâcher la main d'Éléonore. « T'inquiète, si je fais du mal à ma femme, le ciel me tombera sur la tête. » Éléonore avait un sourire radieux. Elle passait de table en table, s'assurant que tout le monde était bien servi, demandant des nouvelles de chacun. En la voyant interagir avec mes amis,
mon amour et mon respect pour elle ont grandi encore plus. Elle n'était pas seulement ma femme, elle était ma sœur, mon amie, ma partenaire de vie. Notre première nuit en tant que mari et femme, dans la petite chambre sous les toits, nous étions allongés côte à côte, écoutant les bruits feutrés de la ville. Éléonore, la tête sur mon bras, jouait avec sa bague. Louis, nous voilà mari et femme. Je sais que tu es encore jeune et plein de rêves. Je veux être ton pilier pour que tu puisses te concentrer sur ton travail l'esprit tranquille. Je ne pourrai pas t'aider beaucoup financièrement, mais je t'attendrai chaque soir avec un bon repas chaud. Je lui ai déposé un baiser sur le front. Le simple fait de t'avoir à mes côtés est ma plus grande force. Si nous travaillons ensemble, je suis sûr que nous nous en sortirons. J'y crois. Et j'y croyais sincèrement. Je croyais en la force de l'amour, en la force d'un couple qui avance main dans la main, sans me douter un seul instant que ce bonheur simple et ces serments sacrés allaient bientôt affronter une tempête dévastatrice. Une vérité colossale qui allait ébranler toutes mes certitudes. Retour dans le bureau de M. Durand. Dehors, le tonnerre grondait toujours, mais mes oreilles étaient assourdies, n'entendant que les battements douloureux de mon cœur. J'étais debout au milieu de la pièce, comme un fantôme. Mes membres étaient faibles, mon regard fixé sur les feuilles éparpillées au sol. L'image d'Éléonore, en tailleur chic, avec ce sourire perçant et autoritaire, ne quittait pas mon esprit. Comment était-ce possible? Comment cette femme douce, qui transpirait chaque jour dans une cuisine, dont les mains étaient calleuses à force de couper et de laver, pouvait-elle être la vice-présidente d'un conglomérat pesant des centaines de millions? Le fossé était si immense, si irréel, que mon cerveau refusait d'accepter la réalité. Monsieur Durand s'est approché, a ramassé les feuilles, les a soigneusement rangées et les a posées sur le bureau. Il m'a regardé avec un mélange de pitié et de sévérité. « Asseyez-vous, Louis. C'est difficile à croire, mais c'est la réalité. C'est la vérité que votre femme, Éléonore Beaumont, vous cache depuis 5 ans. » Je me suis laissé tomber sur la chaise, tel un corps sans âme. J'ai regardé le PDG et j'ai demandé d'une voix faible et brisée. « Monsieur, dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle menti? Pourquoi une femme comme elle a-t-elle dû travailler dans une cantine? Est-ce que je suis en train de faire un cauchemar? » Monsieur Durand a secoué la tête, a soupiré et a commencé à raconter l'histoire d'une voix basse et triste, comme s'il se remémorait une vieille tragédie. Ce n'est pas un rêve. Il y a 5 ans, Éléonore était la fierté du groupe Beaumont, intelligente, décisive, dotée d'une vision stratégique exceptionnelle. On l'appelait la Dame de Fer. Sous sa direction, le groupe a connu une croissance fulgurante. Tout le monde pensait qu'elle était l'héritière la plus légitime de l'empire de son père, le grand Jean-Luc Beaumont. J'ai dégluti avec difficulté. Ma gorge était sèche. La Dame de Fer, ma femme, celle qui me demandait de lui enlever ses cheveux blancs le soir et qui pleurait devant les comédies romantiques. Mais alors, pourquoi? Ai-je balbutié. M. Durand a rempli de nouveau ma tasse de thé et l'a poussée vers moi. C'est une histoire longue et douloureuse. La tragédie a commencé avec son premier mariage. L'ex-mari d'Éléonore, Philippe Moreau, était alors le directeur financier du groupe. C'était un homme cupide et manipulateur. Il a profité de la confiance d'Éléonore et de son père pour détourner des fonds et siphonner les budgets des projets, causant des centaines de millions de pertes au groupe. J'ai serré les poings. Philippe Moreau, un nom inconnu, mais qui a instantanément fait naître en moi une rage incontrôlable. Quand Éléonore l'a découvert, elle s'est retrouvée face à un choix cruel. D'un côté, son mari. De l'autre, la justice et le gagne-pain de milliers d'employés. Elle a choisi la justice. C'est elle qui a rassemblé les preuves et qui a dénoncé Philippe Moreau au conseil d'administration et à la police. J'étais sous le choc. Ma femme, cette femme qui paraissait si fragile, avait accompli un acte d'un courage et d'une douleur inouïe. Envoyer l'homme qu'elle avait aimé en prison de ses propres mains, qui pouvait comprendre une telle souffrance. Mais la tragédie ne s'est pas arrêtée là, a continué M. Durand d'une voix encore plus basse. Le père d'Éléonore, Jean-Luc Beaumont, était un homme pour qui l'honneur de la famille passait avant tout. Pour lui, le geste de sa fille avait exposé la honte de la famille au grand jour, jetant le déshonneur sur leur nom. Fou de rage, il l'a reniée, l'a démise de toutes ses fonctions, l'a déshéritée et l'a chassée de la maison sans un sou. Mon cœur s'est serré.
Derrière le sourire paisible d'Éléonore se cachait donc un passé si tumultueux, des blessures si profondes. Trahie par son mari, rejetée par son propre père, perdant sa carrière et sa famille en un instant. Pas étonnant qu'une tristesse infinie habitait toujours son regard. Elle est partie. Elle a coupé tout contact avec le monde des affaires, voulant enterrer son passé et vivre une vie simple. Le destin l'a conduite à un poste dans le restaurant de notre entreprise, et c'est là qu'elle vous a rencontré. Monsieur Durand m'a regardé, et son regard s'est adouci. Louis, vous êtes un homme chanceux. Le fait qu'Éléonore vous ait choisi signifie qu'elle vous fait confiance, qu'elle a voulu trouver la paix à vos côtés. Mais, ironie du sort, l'arbre voudrait le calme, mais le vent ne cesse de souffler. J'ai levé la tête, et je l'ai regardé droit dans les yeux. Que voulez-vous dire? Pourquoi me raconter tout cela maintenant? Le PDG s'est dirigé vers le coffre-fort dans un coin de la pièce. Il a tourné la combinaison et en a sorti une enveloppe blanche scellée d'un cachet de cire rouge. Il l'a posée devant moi, parce que le fondateur du groupe Beaumont, Jean-Luc Beaumont, est décédé il y a 3 jours. J'ai baissé la tête. Ma voix s'est faite plus grave. Toute l'entreprise est en deuil. J'en suis sincèrement désolé. Mais quel est le rapport avec ma femme? Monsieur Durand m'a regardé avec une lueur énigmatique dans les yeux. Le rapport, c'est que votre femme, Éléonore, est sa seule et unique enfant. Cette nouvelle a été un véritable coup de foudre. Mes oreilles bourdonnaient. Avant de mourir, il a eu des remords. Il a compris ses erreurs passées. Il a donc rédigé un nouveau testament. Ceci en est une copie. Je n'osais pas toucher l'enveloppe. Dans ce testament, Jean-Luc Beaumont lègue la totalité de ses 60% de parts dans le groupe Beaumont à sa fille unique, Éléonore, ce qui représente une valeur actuelle d'environ 500 millions d'euros. Mais il y a une condition. Quelle condition? Ai-je demandé, le cœur prêt à exploser. Monsieur Durand a plongé son regard dans le mien et a articulé chaque mot. La condition est qu'Éléonore Beaumont doit immédiatement reprendre ses fonctions de présidente pour diriger le groupe, actuellement en crise. Et que son mari actuel, c'est-à-dire vous, Louis Martin, doit devenir un membre officiel du conseil d'administration et son conseiller spécial, afin de partager ce fardeau avec elle. Si elle refuse, toute la fortune sera reversée à des œuvres de charité, et le groupe Beaumont, dépecé par les concurrents, risquera la dissolution. J'étais submergé par la confusion. Moi, un simple employé, au conseil d'administration d'un géant du CAC 40, ma femme, reprenant la présidence, c'était l'histoire la plus absurde que j'ai jamais entendue. Mais, je ne peux pas, ai-je crié, la peur m'envahissant. Je ne suis qu'un simple employé. Qu'est-ce que je connais à la gestion d'un groupe? À ce monde des affaires impitoyables? Comment pourrais-je assumer une telle responsabilité? Monsieur Durand a posé une main sur mon épaule et l'a serrée avec force. Vous le devez, Louis. Pour Éléonore. Elle a besoin de vous. Seule, elle ne pourra pas affronter la meute de loups qui attend de dévorer le groupe. Elle a déjà trop souffert. Il est temps pour vous de tenir votre promesse, d'être son pilier. Aimez-vous votre femme? Cette question était comme un poignard en plein cœur. Oui, j'aime Éléonore plus que ma propre vie. J'ai juré de la protéger. Mais est-ce que sauter avec elle dans l'œil du cyclone est quelque chose que je peux supporter? Prenez ces documents et rentrez. Parlez-en avec votre femme. Vous avez peu de temps, le notaire viendra vous voir demain. J'ai quitté le bureau comme un somnambule, le dossier à la main. Dehors, la pluie avait cessé, mais dans mon cœur, la tempête ne faisait que commencer. Assis sur mon vieux scooter dans le parking souterrain, je n'ai pas démarré tout de suite. J'avais besoin d'un moment pour reprendre mon souffle. Sous la lumière blafarde des néons, j'ai rouvert le dossier. Je voulais m'assurer que je n'avais pas rêvé. Le CV d'Éléonore m'a sauté aux yeux. Éléonore Beaumont, née en 1978. Formation, MBA, Master of Business Administration, Harvard University, diplômée avec les honneurs. J'ai eu le souffle coupé. Harvard, la meilleure université du monde, celle dont on entend parler dans les films ou les articles sur les génies. Ma femme, celle qui hésitait pour acheter les légumes les moins chers, avait un master d'Harvard. Un sentiment d'infériorité m'a submergé. J'étais diplômé d'une modeste université de Provence, mon anglais était balbutiant, mes connaissances en économie, basiques. À côté d'elle, j'étais un grain de sable dans un désert immense.
J'ai tourné la page, lisant son parcours professionnel. 30 ans, directrice marketing, croissance du chiffre d'affaires de 200% en un an. 32 ans, vice-présidente stratégie, mène à bien la fusion-acquisition de la chaîne de supermarchés Marché Plus. 2014, classée par le magazine Challenges parmi les 50 femmes les plus influentes de France. Ces mots secs peignaient le portrait d'une femme extraordinaire. J'ai imaginé Éléonore sur la scène, sous les flashs des photographes, recevant des applaudissements nourris, rayonnante et fière. Cette image était à des années-lumière de la femme simple, en vêtements modestes, qui me recousait un bouton sous la faible lumière de notre chambre de bonne. Pourquoi? Pourquoi avait-elle renoncé à toute cette gloire pour mener cette vie? Par douleur, par dégoût, ou fuyait-elle quelque chose? Et surtout, en vivant avec moi, qui n'avait rien, n'avait-elle jamais eu de regrets? Ne m'avait-elle jamais comparé aux hommes brillants et accomplis qu'elle avait connus? L'infériorité m'étouffait. J'avais toujours été fier d'être le pilier de notre famille, l'homme qui protégeait sa femme. Mais je réalisais que j'étais le plus petit des deux. Éléonore était un aigle à l'aile brisée, qui s'était temporairement réfugié dans ma modeste cage. Maintenant que son aile était guérie, et que le ciel immense l'appelait, n'allait-elle pas s'envoler? Je me suis souvenu de toutes les fois où je lui parlais avec enthousiasme de mes petits projets. Économiser quelques années pour acheter un petit appartement à crédit, ou lui offrir un scooter pour qu'elle fasse ses courses plus facilement. Elle se contentait de sourire, me regardant avec tendresse et m'encourageant. Oui, mon chéri, si on travaille dur, on y arrivera. Avec le recul, je me sentais ridicule. Mes rêves devaient lui paraître des jeux d'enfant. 100 millions d'euros. De quoi acheter des centaines d'appartements de luxe, des milliers de voitures haut de gamme. Et pourtant, elle avait écouté patiemment mes histoires et avait chéri le maigre salaire que je ramenais à la maison. Cette pensée la rendait encore plus admirable à mes yeux, mais elle amplifiait aussi ma peur. La peur de ne pas être à sa hauteur, la peur que ce monde plus glamour et plus cruel n'engloutisse notre fragile bonheur. J'ai démarré le scooter et je me suis engagé sur la route. Le bitume était glissant après la pluie, j'ai roulé à toute vitesse. Je voulais rentrer, voir Éléonore, m'assurer qu'elle était bien là, qu'elle était toujours mon Éléonore, pas cette inconnue, cette vice-présidente. Le vent qui fouettait mon visage était froid, mais pas aussi froid que le chaos qui régnait dans mon esprit. Comment allais-je l'aborder? Par où commencer? Et après ce soir, notre vie pourrait-elle redevenir aussi simple qu'avant? Sur le chemin du retour, des souvenirs insignifiants de notre vie commune ont refait surface, s'assemblant pour former une image complète que ma naïveté m'avait empêché de voir. Pourquoi avais-je été si aveugle? Je me suis souvenu de la fête de Noël de l'entreprise, l'année dernière. J'y avais emmené Éléonore pour la présenter à mes collègues. Elle portait une robe noire simple, mais à la coupe impeccable, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Au moment de trinquer, j'avais remarqué la façon dont elle tenait son verre de vin. Pas par le calice, comme moi et les autres, mais délicatement par la tige. Ses doigts longs et fins le tenaient avec une grâce et une assurance qui avaient même impressionné la directrice des ressources humaines, pourtant réputée pour son élégance. À l'époque, j'avais simplement pensé qu'elle avait appris cela dans un film. Je comprenais maintenant. C'était l'habitude de quelqu'un qui avait assisté à des centaines de réceptions mondaines et dégusté les plus grands crus du monde. Une autre fois, je travaillais tard à la maison sur un rapport en anglais pour un partenaire étranger. Une phrase complexe me donnait du fil à retordre. Éléonore, passant derrière moi, a jeté un œil à l'écran et a pointé une phrase du doigt. Ici, le présent perfect serait plus naturel. Et si tu remplaçais ce mot par strategic partnership, ce serait plus professionnel. J'ai suivi son conseil, et la phrase est devenue instantanément plus fluide. Quand je lui ai demandé comment elle savait tout ça, elle a simplement souri. J'ai pris des cours du soir en anglais il y a longtemps, je m'en souviens vaguement. Mon Dieu, ces vagues souvenirs étaient un anglais des affaires de haut niveau. Et moi, jeune diplômé, je n'arrivais pas à sa cheville. Et il y avait sa prestance naturelle, même en jogging et en chaussons. Sa démarche était toujours droite, sa tête haute, son regard assuré. Quand nous rencontrions des problèmes dans le quartier, elle ne haussait jamais la voix comme les autres. Elle argumentait calmement, avec une logique et une précision qui laissaient ses interlocuteurs sans voix. C'était l'autorité d'une dirigeante. Une autorité qu'elle ne pouvait cacher.
même en essayant, car elle était inscrite dans son sang. En conduisant, je m'insultais mentalement. Idiot. Je vivais aux côtés d'une impératrice en exil, et je croyais protéger une fleur fragile. Je m'étais complu dans mon rôle de chef de famille, alors qu'en réalité, c'était elle qui, discrètement, me laissait préserver ma misérable fierté d'homme. Le scooter est entré dans la ruelle familière menant à notre vieille résidence. J'ai levé les yeux vers la fenêtre de notre appartement au 3e étage, d'où filtrait une lumière chaude. Éléonore était là, m'attendant sans doute, en préparant le dîner. Cette scène familière m'a soudain paru étrange et lointaine. J'ai coupé le moteur et je suis resté un long moment immobile. Je devais être fort. Qu'elle soit Éléonore l'employée de cantine ou Éléonore la vice-présidente, elle était ma femme. Et ce soir, j'allais affronter la vérité avec elle, aussi dure soit-elle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à monter lourdement les escaliers. J'ai atteint notre porte, sachant qu'une fois que je l'aurais ouverte, nos vies changeraient à jamais. En entrant, l'odeur réconfortante d'un pot au feu m'a saisi. D'habitude, ce parfum familier m'apportait une paix infinie. Ce soir, il me nouait la gorge. Dans la petite cuisine, Éléonore, de dos, remuait une casserole sur la cuisinière. Elle portait son habituel vêtement d'intérieur à fleurs, les cheveux relevés. Cette vision était si normale, si tendre, qu'il était impossible de la superposer à l'image de la femme de pouvoir des documents dans mon sac. Entendant la porte, elle s'est retournée avec un grand sourire. « Louis, te voilà. Tu as eu une journée difficile ? Pourquoi si tard ? Va vite te laver les mains. Le dîner est prêt. » J'ai tenté de sourire, mais je savais à quel point il devait paraître forcé. « Ah, le chef m'a demandé de finir un dossier. Je suis un peu fatigué. » Éléonore s'est approchée et a posé sa main sur mon front. Sa main était toujours chaude et rugueuse, mais cette fois, son contact m'a fait frissonner. « Voyons voir. Tu n'as pas de fièvre. Tu as dû prendre un peu froid l'autre jour sous la pluie. Va te changer. Un bon repas chaud te fera du bien. » J'ai acquiescé et je suis allé dans la chambre poser mon sac. J'ai caché ce sac, porteur d'un secret cataclysmique, au fond de l'armoire, comme si sa simple vue pouvait faire exploser notre petit appartement. Le dîner s'est déroulé dans un silence pesant. Du moins pour moi, Éléonore, toujours aussi attentionnée, me servait, me racontant les petites anecdotes de sa journée à la cantine. Je répondais distraitement, l'esprit ailleurs. J'avais envie de lui demander, de sortir les documents et de crier « Pourquoi m'as-tu menti ?» Mais en voyant son sourire, je n'en ai pas eu la force. Je ne voulais pas briser ce fragile bonheur. Après le dîner, pendant qu'Éléonore faisait la vaisselle, je me suis assis sur le canapé, zappant machinalement. Le journal télévisé du soir était en cours. Éléonore m'a rejoint, une assiette d'orange pelée à la main. « Prends des vitamines. » À ce moment précis, la voix du présentateur est devenue plus grave. Passons à l'économie. La bourse de Paris a été fortement secouée aujourd'hui par l'annonce du décès de M. Jean-Luc Beaumont, fondateur du groupe Beaumont, des suites d'une longue maladie. Sa disparition laisse un vide immense à la tête de ce fleuron de l'industrie française. Alors que des dissensions internes sont connues, l'inquiétude des investisseurs quant à la succession grandit et l'action du groupe Beaumont a chuté pour le 3e jour consécutif. À l'écran est apparue la photo en noir et blanc d'un vieil homme au regard autoritaire. Jean-Luc Beaumont, puis des graphiques boursiers en rouge et une image du siège majestueux du groupe Beaumont sur les champs, Élysée. À côté de moi, j'ai senti le corps d'Éléonore se raidir. Un bruit sec a retenti. L'assiette en porcelaine venait de heurter la table en verre. Je me suis tourné vers elle. Son visage était livide. Elle fixait l'écran, les lèvres tremblantes, sans un mot. Ses mains agrippaient si fort le tissu de son pantalon que ses jointures étaient blanches. Sa réaction disait tout. Nul besoin d'aveu. Je savais que tout ce que M. Durand m'avait dit était vrai. J'ai tendu la main et j'ai éteint la télévision avec la télécommande. Un silence de mort a envahi la pièce, seulement troublé par la respiration courte et saccadée d'Éléonore. Éléonore, l'ai-je appelée d'une voix basse, mais plus sérieuse que jamais. Elle a sursauté et s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient remplis de panique. Elle a tenté un sourire forcé. « Pourquoi ? Pourquoi tu as éteint ?» Je regardais les informations. « Tu connais cet homme, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, sans détour.
Éléonore a évité mon regard et a baissé la tête. Qui? Jean-Luc Beaumont? Comment veux-tu que je connaisse un homme aussi important? Je ne suis qu'une femme ordinaire. Arrête de mentir, ai-je dit, la voix montant d'un cran malgré moi. Je sais tout. Monsieur Durand m'a convoqué cet après-midi. Il m'a montré un dossier sur toi, tout, sur la vice-présidente Éléonore Beaumont, la fille de Jean-Luc Beaumont. Éléonore était anéantie. Elle a levé les yeux vers moi, le regard noyé de larmes. Son dernier rempart venait de céder. Elle savait qu'elle ne pouvait plus nier. Tu sais, a-t-elle murmuré d'une voix à peine audible. Je suis allé chercher le dossier dans la chambre et je l'ai posé sur la table, à côté des oranges qu'elle avait préparées pour moi. Voilà ce que je sais. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trompé? Toi qui avais tout, pourquoi as-tu choisi cette vie? Nous sommes mari et femme, Éléonore. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance? En voyant le dossier, Éléonore a commencé à pleurer, de grosses larmes silencieuses. Elle s'est recroquevillée sur elle-même, les bras autour de ses genoux. Elle paraissait si seule, si pitoyable. Louis, je suis désolé, a-t-elle sangloté. Je n'ai jamais voulu te mentir. Je voulais juste une vie normale. J'avais peur. Ce passé me terrifiait. Je me suis assis à côté d'elle. Je ne l'ai pas prise dans mes bras, tout de suite, la laissant pleurer. C'était le moment où les cicatrices de son cœur se rouvraient douloureusement. Mais nous devions y faire face pour avancer. Après un long moment, elle s'est calmée. Elle a essuyé ses larmes avec un mouchoir. Elle m'a regardé avec ses yeux rouges et gonflés, un regard rempli de culpabilité. Et elle a commencé à parler. Louis, sais-tu ce que c'est d'être trahi par la personne que tu aimes le plus au monde? Il y a 5 ans, je pensais être la femme la plus heureuse du monde. J'avais une carrière brillante et un mari formidable, Philippe Moreau. Dans le milieu des affaires parisiens, on nous appelait le couple en or. Philippe était directeur financier du groupe. Il était charmant, sociable et avait toute la confiance de mon père. Mais derrière cette façade se cachait une cupidité sans fin. Il a détourné des millions. Le jour où je l'ai découvert, mon monde s'est effondré. Je l'ai confronté, espérant qu'il avoue et demande la clémence de mon père. Mais non, Louis. Il m'a menacé. Si je le dénonçais, il entraînerait tout le groupe dans la boue. J'étais face à un dilemme, la loyauté envers mon mari, ou le travail de toute une vie de mon père et l'emploi de milliers de personnes. J'ai choisi la justice. Je ne pouvais pas le laisser continuer. J'ai moi-même remis les preuves à la police. Le jour où ils sont venus l'arrêter, il m'a regardé avec des yeux pleins de haine. Mais le plus dur n'a pas été sa haine. Ce fut l'attitude de mon père. Pour lui, j'avais trahi l'honneur de la famille. Il n'a pas vu mon sacrifice, seulement la honte que j'avais jetée sur notre nom. Ce jour-là, il m'a giflé, m'a chassé et m'a renié. Ses larmes coulaient sur ma main. Je me suis retrouvé à la rue, avec l'étiquette de la femme qui a envoyé son mari en prison, de la fille indigne. J'étais dégoûté par le monde des affaires. J'ai voulu me cacher. Et quel meilleur endroit pour se cacher qu'à la vue de tous? Qui aurait imaginé que l'héritière d'un grand groupe travaillerait dans la cantine de sa propre entreprise? Et là, je pouvais discrètement veiller sur l'œuvre de mon père. Elle a levé la tête, son regard suppliant. Louis, à tes côtés, j'ai enfin trouvé la paix. Tu ne t'es jamais soucié de mon argent ou de mon statut. Tu as aimé la vraie moi, cette femme maladroite et vieillissante. J'avais si peur que si je te disais la vérité, tu te sentirais inférieur, que tu me quitterais. J'ai été si égoïste. Je l'ai enfin serrée dans mes bras. J'ai caressé ses cheveux. J'ai embrassé les larmes salées sur ses joues. Non, tu n'es pas égoïste. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Je suis désolé de ne pas avoir compris ta douleur plus tôt. Comment pourrais-je t'en vouloir, alors que je t'aime plus que tout? Dans mes bras, Éléonore a pleuré comme une enfant. Cette nuit-là, nous n'avons plus parlé. La vérité était douloureuse, mais nécessaire. Et je savais que la tempête ne faisait que commencer. Demain, une épreuve bien plus grande nous attendait. Le lendemain matin, j'ai posé une demi-journée de congé. Vers 9 heures, une berline noire de luxe est arrêtée devant notre vieil immeuble, attirant tous les regards du voisinage. On a frappé à la porte. C'était Monsieur Durand, accompagné d'un homme d'une 50aine d'années en costume gris, l'air sérieux et intelligent. Louis m'a salué, Monsieur Durand. Éléonore est là.
Éléonore était assise sur le canapé. En voyant nos visiteurs, elle s'est levée. Bien qu'en tenue d'intérieur, elle a instantanément retrouvé son ancienne prestance. « Bonjour, monsieur Durand » a-t-elle dit d'une voix calme. « Bonjour, Éléonore. Je vous présente Maître Leroy, le notaire personnel de votre père et le conseiller juridique du groupe Beaumont. » Maître Leroy s'est incliné. « Madame Beaumont, monsieur Martin, je suis ici pour vous faire lecture des dernières volontés de feu monsieur Jean-Luc Beaumont. » Nous nous sommes tous assis dans le petit salon, où l'air était devenu étouffant. Le notaire a ouvert sa mallette et en a sorti le testament. « Madame Beaumont, avant son décès, votre père a rédigé un nouveau testament annulant tous les précédents. Il y exprime ses profonds regrets pour son comportement à votre égard et reconnaît que votre décision, il y a 5 ans, était juste et courageuse, et qu'elle a sauvé le groupe. » J'ai jeté un regard à Éléonore. Elle pinçait les lèvres pour contenir son émotion. Ces excuses posthumes de son père étaient sans doute le plus grand des réconforts. Conformément à ses volontés, a continué le notaire, il vous lègue la totalité de ses biens personnels, ainsi que ses 60% de parts dans le groupe Beaumont. La valeur totale de l'héritage est estimée à 500 millions d'euros. Ce chiffre, prononcé dans notre modeste appartement, semblait encore plus irréel. Cependant, a ajouté Maître Leroy en regardant Éléonore droit dans les yeux, pour exercer ce droit de succession, vous devez accepter les conditions stipulées dans le testament. Ce sont des conditions non négociables. Quelles conditions ? A demandé Éléonore. Premièrement, vous devez immédiatement reprendre vos fonctions de présidente du groupe Beaumont et vous engager à le diriger pour une durée minimale de 5 ans. Deuxièmement, le notaire s'est tourné vers moi. Votre époux, Monsieur Louis Martin, doit intégrer le conseil d'administration en tant que conseiller principal et vice-président. « Quoi » me suis-je exclamé. « Moi, au conseil d'administration ? Mais je ne suis qu'un simple employé. » C'est absurde. Monsieur Durand est intervenu. « Louis, calmez-vous. Avant de mourir, le président Beaumont a fait une enquête très approfondie sur vous. Il savait que vous étiez un homme bon, honnête, et surtout, que vous aimiez profondément sa fille. Il craignait qu'en retournant seule dans ce monde, elle ne soit de nouveau trahie. Il voulait qu'elle ait à ses côtés une personne de confiance absolue pour être son soutien moral. » Éléonore m'a regardé, l'air perdu, puis a secoué la tête fermement. « C'est impossible. Je ne peux pas accepter. Je ne veux pas retourner dans cet enfer. Je veux une vie simple avec Louis. Je renonce à l'héritage. » « Ah bien ça y a été bi. » Maître Leroy a repris calmement. « Madame, si vous refusez, dans les 24 heures, toutes les parts seront cédées à une fondation caritative. La famille Beaumont perdra tout contrôle sur le groupe, qui sera démantelé par les actionnaires et les concurrents. Le nom Beaumont, l'œuvre de toute une vie de votre père, disparaîtra, et des milliers d'employés fidèles perdront leur emploi. » Ces mots ont été un coup de poignard pour Éléonore. Son visage est devenu cireux. Elle pouvait refuser l'argent, mais pas laisser l'héritage de son père s'effondrer, ni abandonner les employés à leur sort. C'était une responsabilité qu'elle ne pouvait fuir. Un silence de plomb est tombé. Je voyais le conflit qui la déchirait. La paix personnelle d'un côté, le devoir familial et social de l'autre. J'ai pris sa main. Elle était glacée. Je savais que je devais faire quelque chose. Le serment de notre mariage m'est revenu en mémoire, la protéger quoi qu'il arrive. C'était le moment de le prouver. J'ai pris une grande inspiration. J'ai regardé Éléonore droit dans les yeux, puis je me suis tourné vers les 2 hommes. D'une voix ferme qui m'a moi-même surpris, j'ai dit « Éléonore, acceptons. » Elle m'a regardé, stupéfaite. « Louis, de quoi parles-tu ? Tu sais ce qui nous attend. »« Je sais, » ai-je dit en serrant sa main plus fort. « Ce sera une tempête. Il y aura une pression immense, des nuits sans sommeil. Mais nous ne pouvons pas laisser l'œuvre de ton père disparaître comme ça. Je ne suis pas compétent, mais je te le promets, j'apprendrai. Je travaillerai jour et nuit, jusqu'à ce que je sois digne d'être à tes côtés. Je serai ton bras droit, ton bouclier. Ensemble, nous pouvons le faire. Tu me fais confiance, n'est-ce pas ? » Éléonore a cherché dans mes yeux. Elle y a trouvé la certitude et l'amour inconditionnel qu'elle désirait tant. Des larmes ont de nouveau coulé sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes d'émotion et de confiance. Elle a hoché la tête. « D'accord, si tu le dis, je te crois. Faisons-le, ensemble. »
Elle s'est tournée vers le notaire, sa voix retrouvant la fermeté de la dirigeante. Maître Leroy, donnez-moi les documents. Je signe. À l'instant où son stylo a touché le papier, j'ai su que notre vie tranquille était officiellement terminée. La porte d'un monde fastueux mais périlleux venait de s'ouvrir. Après le départ des deux hommes, le silence qui s'est installé dans notre petite chambre était lourd de la promesse d'un changement colossal. Éléonore était assise, le regard vide. Je savais qu'elle était terrifiée. Le monde qu'elle avait fui pendant 5 ans venait de la rattraper. Je lui ai apporté un verre d'eau. Bois un peu, tout ira bien. Elle a pris le verre, mais sa main tremblait tellement que l'eau s'est renversée. Elle a reposé le verre brusquement et a éclaté en sanglots. Louis, j'ai si peur, peur que nous nous perdions. Peur que l'argent et le pouvoir nous changent. Tu ne sais pas à quel point ce monde est froid et cruel. Je ne veux pas que tu subisses ça. Je me suis assis à côté d'elle, je l'ai prise dans mes bras. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je resterai ton Louis. Je ne changerai jamais. Tu as affronté le monde entier seul, mais maintenant, je suis là. Nous avons l'un l'autre. C'est notre plus grande force. Elle a levé la tête, c'est vrai? Tu ne m'abandonneras pas? Tu n'auras pas honte de moi, vieille et fatiguée, à côté de toutes ces jeunes et belles femmes de la haute société. J'ai souri en essuyant ses larmes. Idiote, tu es la plus belle femme du monde à mes yeux. Ta beauté n'est pas dans le maquillage ou les robes de soie, elle est dans ton âme bonne et ton cœur fort. Je t'aime parce que tu es Éléonore. Que tu sois présidente ou employée de cantine, tu es ma femme, la seule que j'aimerai jamais. Ce soir-là, nous avons fait nos cartons. Demain, nous devions emménager dans l'ancien hôtel particulier de sa famille à Neuilly-sur-Seine. En faisant nos bagages, Éléonore a pris son vieil uniforme de travail bleu. Je le garde, pour ne jamais oublier qui j'étais et d'où je viens. Notre dernier dîner dans cette petite cuisine, toujours un plat simple, mais qui avait un goût particulier ce soir-là. Louis, est-elle dit soudain, es-tu prêt? Dès que nous franchirons cette porte demain, nous serons d'autres personnes. Ils diront que tu es un opportuniste, un homme qui s'est marié pour l'argent. Pourras-tu le supporter? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'y ai pensé. Je ne peux pas faire taire les mauvaises langues, mais je ne vis pas pour les autres. Je vis pour toi, pour notre famille. Je leur prouverai qu'ils ont tort, que si je prends cette place, ce n'est pas par cupidité, mais pour partager le fardeau avec ma femme. Éléonore a souri, un sourire de soulagement et de fierté. Je te crois, tu es bien plus fort que je ne le pensais. Le lendemain, un camion est venu chercher nos maigres possessions. Quelques heures plus tard, une Rolls-Royce noire et brillante s'est arrêtée devant l'immeuble pour nous emmener. Main dans la main, la tête haute, nous sommes montés dans la voiture, laissant derrière nous les regards curieux, et notre passé simple mais paisible. L'hôtel particulier de Neuilly était immense, mais froid et vide. Les jours suivants ont été pour moi un entraînement infernal. Monsieur Durand avait réuni une équipe des meilleurs experts pour me former. Du matin au soir, j'étais submergé d'informations nouvelles. Économie, finance, protocole des affaires. Le soir, épuisé, je devais encore étudier l'histoire du groupe, ses projets en cours, la liste de ses actionnaires. Éléonore était toujours à mes côtés, m'expliquant patiemment ce que je ne comprenais pas, m'encourageant lorsque je désespérais. Courage, Louis. Tu apprends en quelques jours ce que j'ai mis des années à maîtriser. Tu es incroyable. Un jour, Monsieur Durand m'a emmené chez le plus grand tailleur de Paris. Dans un costume sur mesure parfaitement ajusté, je me suis à peine reconnu dans le miroir. Le jeune homme simple et un peu gauche avait disparu, remplacé par un homme élégant et distingué. Mais au fond de moi, j'étais toujours Louis Martin, le mari qui aimait sa femme plus que tout. J'ai donné ma démission à mon ancienne entreprise. La nouvelle de mon départ, et surtout de ma future position, a provoqué un choc. Mais cette fois, les rumeurs ne m'atteignaient plus. La veille de l'Assemblée générale extraordinaire qui devait nous présenter, je n'ai pas dormi. Demain, j'entrais officiellement dans l'arène. Mais je n'avais pas peur. J'avais Éléonore à mes côtés. Le lendemain, la Rolls-Royce nous a déposés devant le siège du groupe Beaumont. Le gratte-ciel majestueux scintillait sous le soleil matinal, symbole de pouvoir et de richesse. Mon cœur battait à tout rompre. Éléonore a serré ma main, me transmettant sa force. Elle portait un tailleur blanc impeccable, qui lui donnait une allure de dirigeante née.
Elle était redevenue la dame de fer. À notre entrée dans le hall, des centaines de regards se sont tournés vers nous. Les chuchotements ont commencé. C'est lui, le mari, le petit employé. Quel coup de chance! J'ai senti le rouge me monter aux joues. Monsieur Durand m'avait prévenu. Un leader doit rester maître de ses émotions. J'ai ravalé ma colère et j'ai continué à avancer, un léger sourire aux lèvres. Dans la salle du conseil, l'atmosphère était électrique. Les principaux actionnaires et les anciens du groupe étaient là, des hommes âgés au regard perçant. Ils regardaient Éléonore avec méfiance, et moi avec un mépris non dissimulé. Éléonore a pris la parole la première, avec un calme olympien. « Messieurs, je suis de retour aujourd'hui pour honorer la dernière volonté de mon père et reprendre la direction de ce groupe. » Un homme chauve et corpulent a pris la parole d'un ton sarcastique. « Éléonore, nous sommes ravis de votre retour. Mais après 5 ans d'absence, êtes-vous encore capable de diriger ce navire? Quant à votre jeune mari, a-t-il la moindre expérience pour justifier sa place ici? » Des ricanements ont parcouru la salle. C'était l'attaque que j'attendais. Éléonore a souri et a répondu d'une voix douce mais ferme. « Monsieur Lambert, j'ai peut-être été absent du groupe, mais je n'ai jamais cessé de suivre l'économie. Quant à mon mari, Louis Martin, il manque peut-être d'expérience, mais il possède la passion, une intelligence vive et surtout une qualité dont le groupe Beaumont a cruellement besoin après les récents scandales, l'honnêteté. Avec mon aide et la vôtre, je suis certaine qu'il prouvera bientôt sa valeur. Je vous demande de ne pas juger un homme sur ses origines, mais sur ses résultats. » Son discours a fait taire l'Assemblée. Elle a ensuite exposé son plan de redressement, analysant chaque problème avec une clarté impressionnante et proposant des solutions audacieuses. Mon admiration pour elle était sans borne. Quand mon tour est venu, je me suis levé et j'ai parlé avec mon cœur. « Messieurs, je sais que je suis jeune et inexpérimenté, mais je vous le promets, je consacrerai toute mon énergie à ce groupe. J'apprendrai de vous. Je n'aurai pas peur des difficultés. Mon seul but est d'aider ma femme à faire prospérer le groupe Beaumont pour le bénéfice des actionnaires et le bien-être des employés. Donnez-moi du temps et une chance. » Mon discours simple et sincère a semblé apaiser une partie de l'hostilité. La première bataille était gagnée. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon. Nous travaillons sans relâche, harcelés par les manœuvres du clan Lambert qui tentait de nous saboter. Un jour, j'ai reçu un colis anonyme contenant un poignard ensanglanté et une lettre de menace. Je n'en ai rien dit à Éléonore, mais j'ai secrètement renforcé notre sécurité. Un soir, épuisé, nous partagions un repas froid dans son bureau. « Tu n'es pas trop fatigué ?» m'a-t-elle demandé en me massant les épaules. Fatigué, oui, mais heureux. Heureux d'être utile et de me battre à tes côtés. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Merci, Louis. Sans toi, j'aurais déjà abandonné. Tu es vraiment le pilier de ma vie. Ces mots étaient le plus précieux des remèdes à ma fatigue. 3 mois ont passé. Un après-midi, ma secrétaire est entrée, l'air troublé. Monsieur le vice-président, un homme est là pour voir Madame la présidente. Il dit s'appeler Philippe Moreau. Philippe Moreau, l'ex-mari, l'homme qui avait failli tout détruire. Il était sorti de prison. Que voulait-il? Je me suis précipité dans le bureau d'Éléonore. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, son visage s'est figé. La peur a traversé son regard, vite remplacé par une froide détermination. Fais-le monter, il faut en finir. 5 minutes plus tard, il est entré. L'homme élégant et sûr de lui des photos avait disparu. À sa place, se tenait un homme vieilli, voûté, aux cheveux grisonnants. « Éléonore. »« Louis » a-t-il murmuré d'une voix rauque. Éléonore l'a regardé. Il n'y avait plus de haine dans ses yeux, seulement de la pitié et de la distance. « Assieds-toi. »« Éléonore, » a-t-il commencé, les larmes aux yeux, « je suis venu te demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches. En prison, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai eu des remords terribles. Ce que tu as fait, il y a 5 ans, c'était la bonne chose à faire. » Éléonore est restée silencieuse. « Le passé est le passé. » Philippe, a-t-elle finalement dit, sa voix légèrement adoucie. « Tu as payé ta dette, je ne te hais plus. La haine ne fait que me ronger moi-même. J'ai choisi d'avancer. J'ai une nouvelle vie maintenant, un mari qui m'aime. Il s'est tourné vers moi.
Merci, Louis. Merci de prendre soin d'elle et de lui avoir redonné le bonheur. Avant de partir, Éléonore a tenté de lui donner une enveloppe avec de l'argent. Il a refusé. Non, c'est le dernier lambeau de fierté qu'il me reste. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Il est parti, sa silhouette solitaire, disparaissant derrière la porte. Quand la porte s'est refermée, Éléonore a posé sa tête sur le bureau et a pleuré. Je l'ai prise dans mes bras. Tu as bien fait. Pardonner aux autres, c'est se pardonner à soi-même. Maintenant, nous sommes vraiment libres du passé. Elle a levé son visage baigné de larmes, mais un sourire se dessinait sur ses lèvres. Oui, je me sens si légère. Merci d'être là pour moi. 1 an plus tard, c'était le 30e anniversaire du groupe Beaumont, et aussi notre premier anniversaire de mariage. Une grande cérémonie a été organisée au plus grand centre de congrès de Paris. Éléonore, sur scène, a résumé notre année, une année de tempête et de gloire. Sous sa direction, le groupe avait non seulement surmonté la crise, mais avait atteint une croissance record. Au milieu de la réception fastueuse, elle m'a fait un clin d'œil. Nous nous sommes éclipsés comme des écoliers, faisant le mur. J'ai demandé au taxi de nous conduire à notre ancienne entreprise. Nous sommes entrés dans le restaurant d'entreprise, vide à 7 heures. L'odeur familière, les tables en inox, tout était là. La chef des cuisines nous a reconnus et nous a sauté au cou. Toutes ses anciennes collègues nous ont entourés, joyeuses. Elles savaient par les journaux qu'Éléonore était devenue la grande patronne, mais n'auraient jamais imaginé la revoir ici. La chef a insisté pour nous préparer quelque chose. Je vais vous faire un bœuf bourguignon, comme avant. C'était ton plat préféré, Éléonore. Assis à notre ancienne table, nous avons dégusté ce plat simple. C'était le meilleur repas du monde, avant de partir. Éléonore a remis à la chef une enveloppe bien garnie pour toute l'équipe. C'est un petit cadeau de notre part. Merci de vous être occupé de moi quand j'étais au plus bas. Sans vous, sans votre bourguignon, je n'aurais jamais rencontré Louis, et je ne serais pas là aujourd'hui. Nous avons quitté le restaurant, et je l'ai emmené au sommet de la tour Montparnasse. Le soleil se couchait sur Paris, embrasant la ville d'une lumière dorée. Debout derrière elle, je l'ai enlacée. « À quoi tu penses ? À tout le chemin parcouru ?» a-t-elle murmuré. De cette petite chambre de bonne à ce sommet, ça semble irréel. J'ai cru m'effondrer plusieurs fois, mais grâce à toi, j'ai tenu bon. Je l'ai tourné vers moi. On dit souvent que derrière chaque grand homme se cache une grande femme, mais pour moi, l'inverse est vrai aussi. Derrière le retour en force de la dame de fer, il y avait l'amour, petit mais solide, de son mari. Elle a souri. « Dis-moi, qui préfères-tu ? La puissante présidente Éléonore Beaumont ou la simple employée de cantine qui comptait ses sous ?» J'ai ri et je lui ai déposé un baiser sur le front. C'est une question difficile. Pour être honnête, je n'aime ni la présidente, ni l'employée de cantine. J'aime la femme qui s'appelle Éléonore, celle qui n'a jamais perdu sa bonté et sa force, quelles que soient les épreuves. Celle qui m'a servi le meilleur bœuf bourguignon de ma vie et qui a traversé la tempête avec moi. Qui que tu sois, où que tu sois, tant que tu es à mes côtés, c'est là que se trouve ma maison, mon tout. Les larmes ont rempli ses yeux. Elle m'a serré fort dans ses bras. Merci, mon amour. Tu es le plus beau cadeau que la vie m'ait fait. Nous ne sommes pas seulement mari et femme, nous sommes des partenaires de vie. Des partenaires de vie, ai-je répété. La nuit était tombée, et les millions de lumières de Paris scintillaient à nos pieds comme une mer d'étoiles. Au sommet de la ville, dans les bras l'un de l'autre, nous sentions une paix et un bonheur infini. Notre voyage, de la cuisine au fauteuil de président, avait été long et périlleux, mais il prouvait qu'un amour sincère et une volonté commune pouvaient surmonter tous les obstacles. Et notre histoire, celle de la dame de fer et de l'employé ordinaire, n'allait faire qu'écrire de nouveaux chapitres, encore plus brillants, encore plus chaleureux.